Dans notre monde moderne, il est facile de penser que nous avons tout compris en matière de technologie. Mais alors que nous avons fait des pas de géant au fil des siècles, nos ancêtres étaient étonnamment bien plus avancés technologiquement parlant que nous ne le supposons généralement. Des portes automatiques anciennes aux ordinateurs vieux de 2000 ans, restez à l'écoute pour découvrir quelques technologies anciennes vraiment étonnantes qui étaient en avance sur leur temps. Alarme antique. Que ce soit sur votre téléphone ou un bon vieux réveil traditionnel, nous redoutons tous notre alarme de réveil matinal. Mais aussi ennuyeuse soit-elle, on ne peut nier qu'elle est utile. Beaucoup de nos ancêtres devaient se fier à la lumière du jour ou au chant du coq local pour se réveiller. Mais que faire si vous deviez vous lever plus tôt que ces appels naturels au réveil ? Eh bien étonnamment, l'idée d'un dispositif de réveil peut être retracée dès 427 avant Jésus-Christ. Cette astuce technologique nous ramène à l'époque du philosophe grec antique Platon. Maintenant, étant donné qu'il jetait les bases du bon nombre de nos idées sur la société et la philosophie, Platon avait un emploi du temps plutôt serré. Ainsi, pour s'assurer d'être toujours à l'heure pour partager ses idées avec ses élèves, il est mentionné qu'il possédait une grande horloge à eau, avec un signal d'alarme qui retentissait lorsqu'il était temps de se lever. Mais attendez, revenons en arrière. Qu'est-ce qu'une horloge à eau d'ailleurs ? Était-ce une sorte de farce grecque impliquant de réveiller quelqu'un avec un arrosage provenant d'un seau glacé ? Je veux dire, ça fonctionnerait sûrement, non ? Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez, dans la Grèce antique, les horloges n'étaient pas vraiment une nouveauté, bien qu'elles ne ressemblaient en rien à celles que nous voyons aujourd'hui. Les horloges à eau comme celle de Platon s'inspiraient même d'une invention antérieure des anciens Égyptiens, qui sont censés avoir eu les dispositifs de mesure du temps dès 1417 avant Jésus-Christ. C'est fou, non ? À l'époque, les horloges à eau étaient des récipients en pierre avec des côtés inclinés qui permettaient à l'eau de couler à un rythme constant à partir d'un petit trou à la base, avec des marques qui permettaient à l'utilisateur de suivre le temps à mesure que le niveau de l'eau baissait. Dans la Grèce antique de Platon, leur version de l'horloge à eau s'appelait un clepsydre, dérivé du grec signifiant voleur d'eau. Malheureusement, les détails spécifiques de la fonction d'alarme réelle dans l'appareil de Platon ne sont pas clairs, à part qu'il émettait un son comme une bouilloire sifflante. Cependant, il existe des documents sur un réveil différent inventé par un autre inventeur grec antique, Stésibios, vers 250 avant Jésus-Christ. S'appuyant sur les horloges à eau des anciens égyptiens, la version de Stésibios était équipée d'une aiguille actionnée par engrenage, et ajoutant un système d'alarme élaboré qui faisait tomber des cailloux sur un dispositif de gong sonore à des moments prédéfinis. Si seulement cela avait eu un bouton de répétition. Son fonctionnement était similaire à celui d'un sablier, mais avec de l'eau au lieu du sable. L'eau coulait d'une source à travers un petit trou précisément mesuré dans un grand récipient contenant une tige flottante. À mesure que le niveau de l'eau dans le grand récipient montait, la tige montait également, poussant une aiguille le long d'un indicateur de temps à un rythme horaire constant. Les Romains ont ensuite développé cette idée en incorporant un cadran marqué de chiffres romains, ressemblant davantage à nos horloges modernes. À des heures spécifiées, les aiguilles du design de Stésibios poussaient un caillou sur la cloche ou un gong, fonctionnant comme un réveil, beaucoup plus doux que celui-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a l'impression que les sonneries de réveil modernes viennent tout droit des profondeurs de l'enfer ? Mais en dehors des sons d'alarme, l'invention de génie de Stésibios n'a pas été pleinement appréciée comme autre chose qu'une nouveauté avant environ 1800 ans plus tard, lorsque les réveils mécaniques que nous connaissons aujourd'hui ont été inventés. Étant donné que les principes derrière les réveils de Stésibios étaient encore fondamentalement similaires à ceux des alarmes modernes, il est assez surprenant qu'il ait fallu quelques millénaires pour que le monde s'en rende compte. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que votre réveil vous donne un réveil brutal, vous savez à qui dire merci, ou pas. Détecteur précoce de séismes. Les séismes peuvent être tout simplement terrifiants. Heureusement, avec la technologie moderne, nous sommes en mesure de les détecter à l'avance à des milliers de kilomètres grâce à l'utilisation de gadgets ingénieux appelés sismomètres. La technologie moderne nous permet d'utiliser des capteurs électroniques, des amplificateurs et des enregistreurs pour mesurer le tremblement de terre lors d'un séisme, nous offrant des systèmes d'alerte précoce incroyablement utiles. Bien que ce type de technologie de détection précoce puisse sembler être une invention ultra moderne, de manière étonnante, des méthodes ingénieuses de détection de séismes existent depuis très longtemps déjà. En l'an 132 de notre ère, Zhang Heng a présenté le premier sismoscope au monde à la cour des Han en Chine. Brillant astronome, ingénieur et mathématicien, Heng était préoccupé par la nature destructrice des séismes, ayant entendu des récits sur un séisme si puissant qu'il avait dévié les cours de 3 rivières en 780 avant Jésus-Christ. Alors détecter un séisme tôt était clairement quelque chose d'utile pour permettre une certaine préparation. Mais comment un tel miracle pourrait-il fonctionner ?
Eh bien, les sismoscopes sont essentiellement des outils très sensibles pour mesurer les mouvements du sol lors des séismes et peuvent être affectés par le moindre mouvement ou son. Ainsi, même les versions modernes comme le sismomètre de l'Observatoire de la Forêt-Noire en Allemagne ont besoin de lieux très isolés et calmes pour fonctionner efficacement. Mais comment Zhang Heng a-t-il réalisé ce type de mesure sans outils électriques? Eh bien, l'instrument de Heng était une grande jarre en bronze d'environ 6 pieds de diamètre entourée de 8 têtes de dragon en bronze, représentant chacune une direction de la boussole. Suspendue au-dessus de 8 grenouilles en bronze à la base du récipient, si un séisme devait se produire, un pendule très sensible à l'intérieur de l'appareil serait perturbé, faisant tomber une petite boule en cuivre délicatement suspendue de la bouche de l'un des dragons. Cela atterrirait dans la bouche de la grenouille juste en dessous, indiquant la direction correspondante d'où viendrait la perturbation, jusqu'à des centaines de kilomètres de distance. L'invention de Heng devrait sembler être de la sorcellerie à l'époque, et même maintenant, il est incroyable de penser qu'un tel dispositif précis aurait pu exister il y a près de 2000 ans. De nos jours, nous utilisons toujours les principes de base de Heng, bien que légèrement améliorés. Nos meilleurs sismographes utilisent dès maintenant des ordinateurs quantiques et de l'IA qui peuvent détecter l'emplacement et l'ampleur d'un séisme en mesurant les ondes d'énergie se propageant à travers les couches géologiques de la Terre. Mais à l'époque de Heng, la précision de son instrument était sans doute aussi impressionnante que les ordinateurs de haute technologie d'aujourd'hui. Dans les années suivant la mort de Heng, sa machine miraculeuse a malheureusement été perdue. Mais heureusement, des répliques existent encore, bien qu'aucune n'ait jamais été capable de reproduire pleinement l'exactitude reportée de l'original. Pour ma part, je ne suis pas sûr que je voudrais être là pour voir une version entièrement précise en action. Automatisation divine. Les dieux et les déesses étaient une source de fascination totale pour les gens de la culture de la Grèce antique, et tout le monde voulait voir des miracles divins de leurs propres yeux. Dans la célèbre ville gréco-égyptienne d'Alexandrie, au 1er siècle après Jésus-Christ, ce souhait allait être exaucé. Mais ce n'était pas exactement les dieux qui étaient derrière cela. Vous voyez, l'un des inventeurs les plus impressionnants de cette période était Héron d'Alexandrie, un mathématicien et ingénieur gréco-égyptien, désormais considéré comme l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Il a eu une des idées plutôt farfelues que beaucoup à l'époque croyaient être le fruit de la véritable magie. Dans l'une de ses inventions, simplement nommée Machine 37, la magie créée était en fait la première version de ce que nous appelons maintenant des portes automatiques. À la recherche d'un moyen d'ajouter un peu de sensationnel à leur heure de prière, les prêtres de la ville ont engagé Héron pour donner un peu de piment à leurs portes de temple. L'idée de Héron était un exploit d'ingénierie brillant. Les prêtres allumaient des feux sur des autels positionnés près des portes du temple fermé, initiant une chaîne d'événements secrètes jusque sous les pieds de la congrégation attentive. Des pots de laiton dissimulés étaient suspendus sous les autels en feu, partiellement remplis d'eau et reliés à des tuyaux à d'autres récipients qui servaient de contrepoids à un système de poulies. Au fur et à mesure que les feux devenaient plus chauds, la pression de l'air à l'intérieur des pots de laiton augmentait, forçant l'eau à travers les tuyaux et dans les récipients de contrepoids. Ces récipients descendaient lentement sous le poids croissant de l'eau, entraînant les cordes des poulies et lentement mais sûrement, ouvrant les portes devant une foule émerveillée. Tout cela était couronné par un air de fanfare, alors que de l'air comprimé du système élaboré était automatiquement soufflé dans une trompette lorsque les portes s'ouvraient. Bien que le processus puisse être plutôt lent, il suffisait encore de mesmériser les auditoires d'Alexandrie, et le statut de Héron en tant que faiseur de miracles lui a permis d'installer des portes automatiques similaires dans de nombreux temples et portes de la ville. Cependant, ultimement, les contemporains de Héron ont décidé qu'il était plus facile et plus rentable en termes de temps d'ouvrir une porte à l'aide de mains humaines, et ces dispositifs miraculeux sont tombés en disgrâce. Étonnamment, ce n'est que près de 2000 ans plus tard, en 1931, que l'humanité a redécouvert la magie des portes automatiques. Cette nouvelle interprétation de l'invention oubliée d'Héron a commencé dans un restaurant du Connecticut, en utilisant un capteur optique électrique pour ouvrir automatiquement des portes motorisées pour les serveurs jonglant avec des plateaux de nourriture et de boissons. Depuis cette réintroduction décisive, la porte automatique est devenue un élément indispensable de la vie quotidienne des gens et est définitivement là pour rester. C'est plutôt génial de penser que, bien que nous ayons tendance à supposer que l'électricité est responsable de la possibilité de rendre la technologie automatisée possible, des inventeurs comme Héron prouvent que ce n'est pas exactement vrai. Cependant, on se demande quel genre de choses incroyables Héron aurait pu inventer s'il avait eu accès à des fils électriques, à un fer à souder et à une carte de circuit imprimée. Je parie sur des armures mécaniques qui tirent des lasers. Les pionniers des chemins primitifs.
De nos jours, nous avons la chance d'avoir des indications pour presque n'importe où à portée de main avec des applications comme Google Maps. Il est assez fou d'imaginer combien de travail était nécessaire pour la navigation il y a seulement quelques décennies, sans parler de l'Antiquité. Mais peu de gens réalisent que même avant les boussoles basiques que nous reconnaissons aujourd'hui, les Vikings, grands navigateurs marins, étaient des maîtres des outils de direction. Les Vikings étaient des marins très capables et dominaient les mers du nord de l'Europe du 9e au 11e siècle. Leurs navires étaient très avancés par rapport aux autres parties du monde à l'époque. Les longs navires vikings étaient rapides, robustes et capables de naviguer aussi bien dans les mers agitées que dans des rivières peu profondes. Mais même avec les meilleurs vaisseaux, ils devaient toujours maîtriser l'art de la navigation. Alors comment faisaient-ils ? Eh bien en 1948, un ancien artefact viking a été découvert juste au large de la côte ouest d'un fjord du Groenland appelé Unartog. Ce qui semblait répondre à cette question. L'artefact lui-même, qui est devenu connu sous le nom de disque d'Unartog, était un fragment d'un cercle en bois, avec des encoches angulaires taillées autour du périmètre et un gros trou au centre. À l'époque où il était encore utilisé, on pense que l'artefact complet ressemblait à quelque chose comme ceci. Malgré son apparence inhabituelle, l'appareil est considéré comme un équivalent ancien et non magnétique d'une boussole, cette version ancienne étant appelée boussole solaire. La boussole solaire avait une broche centrale qui projetait une ombre, ainsi que différentes lignes gravées pour une utilisation à différentes périodes de l'année, car la trajectoire du soleil dans le ciel variait. Lorsque le disque était tenu à plat, le point où l'ombre de la broche intersectait la ligne correspondait pour cette partie de l'année pouvait être utilisé pour déterminer la direction du nord. À midi, le nord se produisait toujours avec une ombre parfaitement droite à angle droit par rapport au centre des lignes. À n'importe quel moment avant ou après-midi, le point où l'ombre de la broche touchait la ligne pouvait encore être utilisé pour trouver le nord. Cela s'explique par le fait que, lorsque le disque était tenu correctement, le point central des lignes gravées pointait toujours vers le nord par rapport au point où l'ombre touchait la ligne. Une fois le nord calculé, il suffisait de tracer un cap, la direction pouvant être marquée avec la broche secondaire plus épaisse. Mais que se passerait-il si le temps était nuageux ou brumeux, et qu'il n'y avait pas de soleil pour les aider à se diriger ? Eh bien, l'archéologue danois Thorkild Ramskou suggère que les Vikings utilisaient, de toutes choses, des cristaux pour trouver le soleil dans le ciel. Connus sous le nom de pierres solaires vikings, les scientifiques pensent maintenant que ces dispositifs de navigation étaient fabriqués à partir de spar, un cristal transparent fait de calcite avec des propriétés assez impressionnantes. En raison d'un phénomène appelé biréfringence, le spar divise les rayons lumineux qui le traversent en deux faisceaux. Cela provoque l'apparition d'une image double lorsqu'on regarde à travers le cristal, et la luminosité de chaque image dépend de l'orientation du cristal par rapport à la source lumineuse. De manière fascinante, en marquant le cristal avec un point sombre, peut-être en utilisant du charbon de bois, un viking aurait pu déplacer le spar devant son œil à travers le ciel jusqu'à ce que les deux parties de l'image double soient de luminosité égale. Lorsque les deux images étaient également lumineuses, cela signifiait que le cristal pointait dans la direction du soleil. En utilisant cela, ils pouvaient ensuite déterminer où l'ombre serait projetée sur leur boussole solaire et extrapoler ces informations pour savoir dans quelle direction était le nord. Si les Vikings étaient assez ingénieux pour utiliser ces matériaux pour la navigation, vous comprenez pourquoi ils étaient si intimidants pour les simples villageois européens. Enfin, en plus des énormes épées, des barbes épaisses et de l'amour du pillage, bien sûr. Ordinateur antique. Aussi étrange que cela puisse paraître, certaines parties de l'océan regorgent d'informations sur l'histoire humaine. Une découverte de nature océanique, cependant, est si stupéfiante que certains croient que seuls des extraterrestres pourraient en être responsables. En 1901, une équipe d'archéologues plongeant au large de l'île grecque d'Antikythera a découvert une ancienne épave contenant un artefact incroyablement unique qui laisserait perplexes les scientifiques pendant des décennies, le mécanisme d'Antikythère. Alors que le morceau de bronze de 8 pouces trouvé dans l'épave ressemblait à n'importe quel autre morceau de débris que l'on trouverait dans une décharge, les scientifiques savaient dès le premier coup d'œil qu'il y avait beaucoup plus à découvrir sur cette mystérieuse machine. Au cours des dernières décennies, les experts ont commencé à percer le mystère de cet artefact, certains exprimant un véritable choc que le type de technologie à l'intérieur du mécanisme existait-il il y a plus de 2000 ans, lorsque celui-ci a été fabriqué. La machine extrêmement complexe contient 37 engrenages de taille et de formes variées, au bord des dents coupées de manière extrêmement précise. On pense que ces engrenages travaillaient ensemble dans une série de processus semi-automatisés d'une telle complexité que les experts ont surnommé cette découverte le premier ordinateur du monde. Alors qu'est-ce que le mécanisme d'Antikythère faisait exactement ?
Eh bien, après de nombreuses années et de nombreuses opinions d'experts différentes, il a été déterminé que ce soi-disant ordinateur était capable d'effectuer des tâches telles que le suivi du calendrier, la prédiction des éclipses solaires et la détermination de l'intervalle entre les Jeux olympiques. En utilisant la multitude d'engrenages et de commutateurs, l'appareil actionné à la main fonctionnait un peu comme un modèle mécanique du système solaire, mais avec beaucoup plus de variables. L'utilisateur pouvait utiliser un levier pour remonter le mécanisme en arrière et en avant, lui permettant de décrire le mouvement des cieux, y compris la trajectoire irrégulière de la Lune. Ce niveau de complexité mécanique a vraiment stupéfié les experts, d'autant plus que des mécanismes d'une sophistication similaire n'ont pas été développés à nouveau avant le milieu du 19e siècle. Ce fossé dans le développement technologique a conduit certains à conclure que le mécanisme d'Anticythère devait avoir été abandonné par des extraterrestres. Allez les gars, ayez un peu confiance en l'humanité. Plus de 2000 ans avant le premier MacBook, il est incroyable de penser que les Grecs anciens fabriquaient des machines capables de prédire avec précision des résultats futurs en fonction de simples commandes entrées. Mais les Grecs n'étaient pas les seuls à toucher à des aspects de l'ère informatique plusieurs millénaires avant qu'elle ne prenne un essor complet. Il s'avère que les anciens Égyptiens développaient inconsciemment des aspects du code informatique avec leur système de calcul numérique. Les mathématiciens égyptiens effectuaient leur multiplication à travers un système qui restait simple, en impliquant que la multiplication, la division, l'addition et la soustraction sans décimales. De manière intrigante, les algorithmes que suivaient les Égyptiens dans cette méthode, en tournant tout autour des puissances de 2, sont essentiellement identiques à ceux utilisés dans l'arithmétique binaire, qui est le système que les ordinateurs modernes utilisent pour traiter les nombres et les tâches. Alors que les anciens Égyptiens tentaient probablement seulement de calculer combien de grains leurs clients leur devaient, plutôt que d'essayer de coder un nouveau programme informatique égyptien, ils jetaient inconsciemment les bases d'un système qui a engendré l'ère informatique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Puissance de la vapeur. Nous associons souvent la puissance de la vapeur à la révolution industrielle des 18e et 19e siècles, mais peu de gens réalisent qu'elle était en réalité utilisée bien avant par notre vieux camarade Héron d'Alexandrie. C'est vrai, ce génie gréco-égyptien est responsable d'une autre technologie qui a ensuite transformé le monde, la machine à vapeur. Les notes de Héron datant du 1er siècle après Jésus-Christ décrivent quelque chose qu'il appelait un aéolipile, ou boule de vent. Cette étrange invention présentait un chaudron d'eau scellé monté au-dessus d'une source de chaleur, avec des tuyaux scellés menant à une sphère centrale en laiton sur un axe. Lorsque le récipient d'eau central était chauffé, la vapeur se formait à l'intérieur, augmentant la pression à l'intérieur de l'appareil. Deux entonnoirs astucieusement positionnés laissaient échapper la vapeur de la sphère, agissant comme des propulseurs et faisant tourner la boule encore et encore. Bien que les implications potentielles de pouvoir convertir la chaleur en mouvement automatisé étaient énormes, une fois de plus, les idées de Héron ont été traitées comme un peu plus qu'un tour de passe-passe. L'aéolipile a été considérée comme une simple curiosité, et personne n'ayant pris l'intérêt de la développer en quelque chose d'utile. Il a fallu attendre jusqu'au XVIIIe siècle pour que la première machine à vapeur commerciale soit mise en service. Cette machine inventée par Thomas Newcomen fonctionnait sur des principes très similaires à l'original antique du Héron. Et après son invention a déclenché les développements révolutionnaires des usines, des trains à vapeur et des bateaux à vapeur. N'est-il pas fou de penser que nous avions le savoir-faire pour amorcer la révolution industrielle il y a 2000 ans ? Imaginez juste à quoi ressemblerait le monde aujourd'hui si l'idée de Héron a été reprise au lieu de rester là à prendre la poussière. Et sur cette pensée, pensez-vous qu'il existe une technologie aujourd'hui que nous n'utilisons pas à son plein potentiel ? Dites-le moi dans les commentaires. Distributeur automatique. De nos jours, vous pouvez obtenir à peu près n'importe quoi dans des distributeurs automatiques. Des snacks, des sodas, des parapluies et même de la purée de pommes de terre. À l'ère technologique dans laquelle nous vivons, il est difficile d'imaginer comment un distributeur automatique aurait pu exister dans la société antique. Mais retenez votre monnaie car incroyablement, ils existaient. Imaginez ceci, nous sommes en Égypte romaine du 1er siècle et il y a un problème qui couve au temple local. Vous voyez, à l'époque, on s'attendait à ce que les gens payent une pièce au temple pour avoir leur dose d'eau bénite à utiliser dans la prière et le culte. Seulement, il s'est avéré que les gens prenaient beaucoup plus que la juste part pour laquelle ils avaient payé. Pour remédier à cela, une solution sacrée était nécessaire. C'est là qu'intervenait notre garçon Héron d'Alexandrie, encore une fois, avec une invention qui permettait d'utilisation constante, juste et surtout payée, de l'eau bénite, qui est crédité comme étant le tout premier distributeur automatique à monnayeur. Alors, comment cela fonctionnait-il ? En arrivant pour prier, les fidèles déposaient une pièce dans une fente sur la création de Héron, qui ressemblait à un simple morceau de poterie de l'extérieur.
Une fois dans le dispositif, la pièce tombait sur un plateau attaché à un levier. Le poids de la pièce déplaçait le levier qui à son tour ouvrait une valve, permettant à l'eau de s'écouler jusqu'à ce que la pièce glisse naturellement dans un pot de collecte. Une fois que le poids de la pièce n'était plus présent, un contrepoids ramenait brusquement le levier en place, refermant la valve et arrêtant l'eau. Astucieux, n'est-ce pas? Malgré l'ingéniosité démontrée, le concept du distributeur automatique n'a pas vraiment décollé pendant de nombreux siècles supplémentaires, et les premiers distributeurs automatiques modernes sont arrivés qu'à partir des années 1880. Même alors, des mécanismes similaires à ceux de Héron étaient encore utilisés, jusqu'à ce que l'arrivée de l'électricité donne naissance aux versions remplies de bobons et éclairées que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de prendre des chips dans un distributeur automatique, rappelez-vous à quel point c'est une expérience sacrée. Réfrigérateur antique. Les éléments essentiels de la cuisine que sont les réfrigérateurs tels que nous les connaissons ne sont apparus qu'au cours des 100 dernières années. Vous pourriez penser qu'avant cette commodité, les gens n'avaient pas d'autre choix que de se tourner vers d'autres méthodes pour conserver des aliments, tels que le salage et le séchage de la viande pour prolonger sa comestibilité. Mais étonnamment, certains anciens ingénieurs ont réussi à maîtriser la technique de stockage de la glace, et de tous les endroits en plein cœur du désert du Moyen-Orient. Les anciens Perses ont été l'une des premières civilisations à inventer un refroidisseur à grande échelle vers 400 avant Jésus-Christ. Ces énormes structures, connues sous le nom de Yashkhals, ou puits de glace, pouvaient être utilisées non seulement pour stocker de la glace, mais aussi pour la produire, en profitant de l'humidité faible et du climat nocturne frais des terres désertiques situées en altitude. L'eau et la glace, dont une partie était parfois apportée des montagnes environnantes, étaient stockées dans un espace souterrain qui gèlerait pendant la nuit lorsque la température du désert chutait en dessous de zéro. Une fois que l'eau était gelée, elle était découpée en blocs afin que l'eau puisse être facilement transportée hors du yashal, pour la boisson et d'autres fins. Le précurseur antique du réfrigérateur moderne avait une structure conique qui guidait l'air chaud vers le haut et à l'extérieur par des ouvertures au sommet. Pendant ce temps, des éoliennes, dont certaines étaient des structures étonnantes en elles-mêmes, étaient placées de chaque côté de la structure pour permettre à l'air frais de passer continuellement dans le dôme et de descendre dans l'espace de stockage de l'eau et de la glace. Tout ce refroidissement astucieux était en outre amélioré par la faible humidité du désert, qui favorisait l'évaporation de l'eau stockée, ce qui provoquait à son tour un effet de refroidissement. Les yakshals étaient fabriqués à partir d'un mélange d'argile, de sable, de cendres, de poils de chèvre et de chaux, formant un isolant étanche à l'eau incroyable, ce qui signifie que même sous le soleil chaud, toute augmentation de température à l'intérieur du dôme était minimale. Il est assez étonnant de penser qu'une réfrigération efficace pouvait être produite en utilisant des méthodes étonnamment simples. Les yakshals ont même été suggérés comme une alternative durable aux réfrigérateurs modernes en Irak et dans d'autres communautés asiatiques. Il semble que des solutions évidentes nous regardent en face. Parfois, semble-t-il, il suffit de se tourner vers les génies du passé lointain pour trouver des réponses. Quelles autres incroyables technologies antiques connaissez-vous? Y a-t-il des technologies utilisées aujourd'hui que vous pensez être en avance sur notre temps? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.